Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, développeur qui a fini par se faire à l'idée que le concept d'égalité entre valeurs n'était pas une science exacte. Et je suis Jérémy Géraud, Engineering Manager, et je guide de ma lanterne une équipe de développeurs plongés dans les sombres méandres du code. J'aime beaucoup ces intros très cinématographiques, là tu nous as mis dans une bonne ambiance. Là. Ouais, j'ai décidé de faire de la poésie. C'est bien, il en faut. J'espère que le sujet d'aujourd'hui va être beaucoup moins sombre que mon intro. Est-ce que tu as une question pour nous ? Oui, j'ai une question pour toi et pour nous. Ça parle de onboarding, donc la phase d'intégration dans l'entreprise. Débarquer dans une nouvelle entreprise est souvent une épreuve. On est submergé d'informations de partout, tant sur le contexte de la boîte que sur les personnes, leurs pratiques, les outils utilisés, les mots de passe, les pratiques, etc. Et la frustration parfois de rester beaucoup trop longtemps improductif. Que faire et ne pas faire dans ce scénario ? Tant de la part de la personne qui arrive que de la part de la boîte qui l'accueille, nous demande Jean-Michel. Moi, je trouve que c'est une question très intéressante. Alors après, aborder ce sujet-là des deux côtés, c'est vraiment très complexe. Je propose qu'on le divise en deux et qu'on commence par la personne qui arrive et ensuite on fait par la boîte qui accueille, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire de chaque côté. Clairement. Quand tu arrives dans une boîte, effectivement, il y a plein de choses à gérer et il y a plein de choses à découvrir. Ça dépend vraiment de ce que la boîte t'a préparé en termes d'onboarding, mais si tu veux ne pas avoir le sentiment d'être improductif, je pense qu'il faut cibler le fait de mettre en prod quelque chose le plus rapidement possible, si possible le premier jour ou la première semaine. Si tu es dev, parce qu'on n'est pas sûr que Jean-Michel est dev. Hein. Oui, c'est vrai, mais tu le vois dans quel autre contexte ? On parle quand même de... Bon, on va supposer qu'il est dev. En vrai, c'est OK. Je pense qu'on parle d'équipe de développement la plupart du temps. Donc, on peut supposer que c'est... Ouais, donc mettre quelque chose en prod, ça peut être un bon objectif. Et si tu te fixes cet objectif à toi-même, il faut que tu identifies tous les bloqueurs qui te permettent de mettre quelque chose en prod. Donc, que tu sois autonome pour demander quelle sera ma première tâche, quelle est la première feature sur laquelle je vais travailler, ou bug fix, ou ce que tu veux. Avoir une idée claire du premier problème que tu vas résoudre. Et ensuite, point par point, comment je check out le code, quels sont les pointeurs dont j'ai besoin pour savoir où est-ce que ça se passe, ce que je vais faire, quel est le processus de test, de CI, de déploiement, continue, non continue, etc. Vraiment point par point, débloquer tous les éléments jusqu'à ce que tu aies réussi à shipper ta première feature. Ouais, ça permet de tirer le fil en fait. Plutôt que de subir une montagne d'informations à ingurgiter en 2 semaines, tu pars du problème qui est, en gros, ma contribution à l'équipe, mettons que c'est d'écrire et de shipper du code. Donc je vais... Mon premier objectif, ça va être de shipper du code. Comme ça, je vais découvrir au fur et à mesure de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir faire ce que les autres personnes de l'équipe font, en fait, au quotidien. Ouais, c'est ça. Déjà, ça te permet d'avoir une vision, un overview du processus de développement de l'équipe, parce que tout le monde va te dire, on développe comme ça, on teste comme ça, on push comme ça. Donc probablement que tu vas débloquer des situations au fur et à mesure et d'avoir une bonne idée du processus de développement que tu pourras répéter. Mais de toute façon, toutes les choses que tu vas avoir à découvrir sur la code base, la documentation, tous les contextes de l'entreprise, tu vas les découvrir au fur et à mesure. Donc laisse-toi du temps pour le découvrir, découvre-le au fur et à mesure. Tu peux toujours faire ça en side project, mais aussi donne-toi un fil conducteur et tu verras que d'une part, ça va te donner l'impression de ne pas être trop improductif, et d'autre part, pour les autres membres de l'équipe, ça va leur donner, eux, l'impression que tu es quelqu'un qui cherche à être productif, justement. Quoi. Ouais. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vais nuancer le propos. Et je t'explique pourquoi. Il y a un premier rayon qui est le rayon que si tu te focuses sur la production, donc le fait d'avoir un impact pour l'entreprise le plus tôt possible, tu risques de passer à côté d'autres choses qui sont aussi importantes et qui sont peut-être pas sur le chemin critique de mettre ton code en production. Je vais te donner un exemple. Dans la boîte où je travaille actuellement, on a des documents qui s'appellent How to Work With Me et qui permettent de dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut éviter quand on communique avec moi ou quand on travaille avec moi. Donc on peut le faire. Déjà, on va t'inviter à l'écrire toi quand tu es nouveau dans l'équipe pour te présenter sur comment il faut travailler avec toi. Et comme tu rejoins une équipe qui est préexistante, c'est de bon ton d'aller lire ce que les autres ont écrit sur eux pour éviter les faux pas et pour travailler de manière la plus harmonieuse possible avec ces personnes. Et typiquement, ce genre de document, il n'est pas sur le chemin critique de mettre ton code en prod. Et je pense que c'est quand même hyper important
de catch-up, de se rattraper un petit peu quand on intègre l'équipe pour éviter ces faux pas qui peuvent créer des précédents. Tu sais, on dit toujours que c'est pas les premières apparences, c'est que les premiers ressentis des gens sont hyper importants. Ouais. Et donc, si tu fais un faux pas dès le début, bah, ça peut te poursuivre toute ta carrière dans la boîte. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir un minimum de contexte humain, social et même business. Apprendre un petit peu sur la boîte, de où elle en est, quel type de boîte c'est quoi les gros clients de la boîte, c'est quoi les grosses équipes de cette boîte, tu vois. Et je dis pas qu'il faut passer sa journée à juste lire de la documentation, il y a clairement un entre-deux à trouver. Mais voilà, je pense qu'il faut pas négliger ces tâches-là aussi. Ouais. Et il faut accepter, c'est mon deuxième point, le fait d'être improductif au début. Je pense que c'est complètement normal et c'est même plutôt sain qu'une boîte te laisse respirer. T'es dans un nouveau contexte, il faut que tu te sentes à l'aise, que tu fasses connaissance avec les gens. Il n'y a pas de meilleur moment pour vraiment se dire, là je m'autorise de passer beaucoup de temps à la machine à café, rencontrer des gens, comprendre un petit peu comment la boîte opère, c'est quoi les petites habitudes que les gens ont ici, quels sont les sujets qui sont abordés, c'est quoi les rituels. Ouais. Donc je pense qu'il faut aussi se garder beaucoup de temps libre pour ça. Ouais. Non, je suis 100% d'accord et je pense que j'ai pas assez nuancé mon propos. Mais ouais, je pense que j'ai pas envie de donner des chiffres, mais c'est vraiment du 50-50 entre, disons, le matin, tu focuses sur de la prod, l'après-midi, tu focuses sur du social, du méta, etc. Je pense que on arrive quasiment à la partie du point de vue de l'entreprise. Du point de vue de l'entreprise, c'est quoi le processus d'onboarding? Parce que effectivement, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui peuvent être apportés par l'entreprise et que tu peux faire par toi-même. Mais tous ces méthodos, le How to Work With Me, effectivement, super important. Après, t'es pas obligé de tous les lire le jour 1 pour pouvoir passer à la suite. Tu vois, c'est genre, tu peux lire un de chacun de tes collègues chaque jour de la semaine. Tu vois, enfin, c'est quelque chose que tu peux faire vraiment dans le temps. Je dirais la première semaine, c'est quelque chose sur lequel tu peux vraiment moduler ton travail et découvrir les choses au fur et à mesure, comme tu dis, les process d'entreprise, les gens que tu dois rencontrer, le fait de passer du temps social, aussi peut-être un peu en dehors de la boîte si c'est possible, pour découvrir ses collègues, comment ils fonctionnent, quel est leur point de vue sur la manière dont les choses tournent, etc. C'est quelque chose de super important, effectivement, de passer du temps non fonctionnel, comme tu l'as dit. Et sur les processus d'onboarding, effectivement, il y a plein de choses. Je dirais que je suis au sommet de ça, parce qu'aujourd'hui, je travaille dans une grosse boîte qui ont des processus hyper établis sur l'onboarding et qui ont des objectifs super structurés sur ça. Et les gens, ils ont quasiment la moitié de la première semaine qui n'est que des rendez-vous pour expliquer comment les choses marchent, etc. Ouais, donc c'est très planifié en fait par la boîte. Setup le PC, c'est 2 heures en meeting avec quelqu'un de l'IT, plus... Attends, pour le manager ou pour la nouvelle personne? Non, pour la nouvelle personne. Ah, c'est elle qui va faire setup son ordi? Elle va setup son ordi avec un batch d'autres nouveaux entrants et un mec de l'IT qui va détailler les étapes point par point. Et c'est bien ça? Là, tu dis comment ça se passe, mais est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Je dirais que c'est fonctionnel, quoi. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, donc c'est important d'avoir un processus bien cadré. Et je pense que c'est important justement pour l'entreprise d'avoir un processus bien cadré. C'est comment tu setup ton PC pour avoir le même setup que les autres, histoire que l'environnement soit à peu près ISO, que tout le monde soit d'accord. Peut-être avoir des scripts pour setup les choses. Nous, dans mon ancienne boîte, on avait un document d'onboarding qui expliquait ce qu'on faisait fonctionnellement dans la boîte, quel était l'objet, quels étaient les termes, un petit glossaire, tu vois, qui permet de comprendre ce que fait l'entreprise, comment ça fonctionne, parce que souvent, t'as beaucoup de choses à comprendre au début en termes fonctionnels. Le How to Work With Me, et j'ai même une checklist en tant que manager des choses que je dois faire avant que la personne arrive, le premier jour, la première semaine, et après un processus sur 1 mois, 2 mois et 3 mois, où je fixe les objectifs de la personne, donc les attentes concernant la personne. Donc elle est vraiment très très guidée, la personne, quand elle rentre dans l'entreprise. Et je pense que c'est important qu'au début, elle soit très guidée pour après pouvoir prendre de l'autonomie. Et est-ce que les personnes avec qui tu bosses et que tu as onboardé comme ça, elles sont satisfaites de comment s'est passé leur onboarding? Oui. D'ailleurs, on a des points d'échange, 1 mois, 2 mois et 3 mois, sur lesquels je récupère leur feedback. Ça, c'est super important. Et j'ai remarqué une réelle augmentation de la productivité quand j'ai réussi à mieux faire l'onboarding des gens. C'est-à-dire vraiment leur fixer leurs objectifs sur la première semaine, sur le premier mois, quelles sont les attentes. Et un truc qui marche très très bien, c'est sur le premier mois, se focaliser sur comprendre
le processus de développement plutôt que de l'entièreté de la code base via des tâches très concrètes pour ensuite donner des tâches beaucoup plus ambiguës, on va dire, à la personne. Et toi, est-ce que tu as mis en place des outils dans ton entreprise qui permettent d'onboarder des gens, que ce soit dans ton expérience actuelle ou dans ton expérience passée? Non, mon expérience, en tout cas, en tant que personne qui met en place le processus, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi là-dessus, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. En tout cas, dans les grandes lignes, je suis complètement aligné. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans une équipe où j'étais tech lead, je me suis rendu compte que c'était important qu'on liste les outils qu'on utilisait au quotidien. Et quand je dis outils, c'est même les outils en ligne. Souvent, tu as beaucoup de comptes à créer, d'accès, de permissions à donner. Et on le faisait toujours à l'arrache, en mode le nouveau, il te demandait j'ai pas accès à tel truc, du coup, tu prenais de ton temps pour aller lui ouvrir le compte. Et je dis, il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut qu'on soit carré dès le début quand quelqu'un rentre, on sait qu'il faut lui ouvrir des comptes là, pour qu'il ou elle puisse aller directement dans le sujet sans perdre de temps, aller interrompre les gens. Donc ça, c'est une des contributions que j'avais faites, qui était de documenter qu'est-ce qu'il faut qu'on pense à faire, toujours dans cette logique de préparation en amont, pour que la nouvelle personne puisse s'intégrer le plus efficacement possible. Ouais. Et comme j'ai pas grand chose à rajouter, ce que je peux faire, c'est jouer peut-être sur des choses que j'ai aimées, que j'ai pas aimées dans mes processus d'onboarding. Ouais. Je peux te donner un exemple de tout que j'ai pas aimé. C'était, alors je vais pas nommer la boîte, mais c'était mon premier jour dans une boîte où j'étais assez content de rentrer, quoi. J'étais assez fier d'entrer dans cette boîte. Et en fait, je me suis pointé. J'étais pas sûr déjà de où étaient les locaux parce qu'ils venaient à peine de déménager. J'ai supposé que c'était les nouveaux. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver l'adresse, mais je l'ai trouvé. Donc ça déjà, ça commençait pas de ouf. Et je suis arrivé dans la boîte et il y avait personne pour m'accueillir. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai tapé un carreau parce que je sais pas trop qui était censé m'accueillir. J'ai dû me présenter, dire avec qui je bossais et j'ai senti que en gros, clairement, on m'attendait pas, quoi. Et là, l'expérience était quand même pas folle parce que tu dis ok, limite je dérange, quoi, alors que c'est mon premier jour, tu vois. Ouais. Je demandais pas qu'on me mette un tapis rouge, mais tu t'attends au moins que quelqu'un te dise super, bienvenue, tout s'est bien passé, je t'amène voir ton manager ou ton collègue, tu vois, juste ça. Et là c'était un peu awkward. Et à l'inverse, une intro, un onboarding qui s'est très bien passé, c'est t'arrives dans la boîte, t'as tout ton matos posé sur ton bureau, t'as un laptop tout neuf, ton compte est ouvert, on t'a envoyé tous les documents dont t'avais fait besoin dans ta boîte mail, et en plus de ça, la semaine de ton arrivée, tu sais qu'il y a un pot qui a été organisé pour fêter ta bienvenue et t'intégrer dans l'équipe. Ouais, ça c'est... Un pot ou un resto, en fait, ça n'a pas besoin d'être forcément un truc alcoolisé et ou le soir, mais tu sens qu'il y a eu un moment qui a été aménagé pour te souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Et ça, je trouve ça génial parce que déjà, tu sens une sorte de reconnaissance. Ouais, les gens sont contents de t'accueillir. Et en plus, c'est un moment pendant lequel tu vas pouvoir faire connaissance avec tes collègues. Ouais, ça c'est incroyable, effectivement. Il faut informer l'équipe qu'il y a quelqu'un qui arrive, il faut le célébrer. Je suis totalement d'accord avec l'idée de checklist parce que c'est essentiel que toutes les choses soient prêtes et pas que ce soit fait au fur et à mesure. Moi, ça m'a beaucoup servi parce que il y a aussi des off-boarding à faire. J'étais très content de savoir quel service t'as connecté ou autre quand tu veux les déconnecter. Et ouais, alors là, l'onboarding pourri... Franchement, tu dis ça, mais tu serais surpris, le nombre de boîtes que j'ai vues où les gens te disent « Ah, j'ai oublié de commander un PC, tu peux amener ton PC, l'enfer, dur, quoi. Ça commence mal, quoi. Ouais, tu peux pas partir avec une bonne impression de ton job quand ça commence comme ça, quoi. Ouais, j'ai toujours milité pour que les choses soient prêtes. Effectivement, comme tu le dis, si tu peux avoir un truc sympa, tu vois, pour célébrer l'arrivée de la personne, que tout le monde est au courant. Et ça, en faire des tonnes, hein, mais juste avoir une petite attention, quoi. Ouais, ça peut être un notebook, un sticker, un t-shirt, peu importe, ça fait toujours plaisir. Et que l'équipe soit au courant de ton arrivée et que les gens se présentent. Dans notre checklist, effectivement, il y a une passe sur les outils pour la personne. Il y a une checklist pour la personne aussi, c'est vérifier que tu as bien tous les outils qui ont été set-up. Et il y a aussi un certain nombre de personnes à rencontrer. Et ça, je le fais en fonction de la personne qui arrive. Je ne mets pas forcément les mêmes personnes, mais j'ai une liste de personnes avec des sujets à aborder. Donc, par exemple, va rencontrer X, c'est le manager, et tu pourras lui parler de tel sujet. Va rencontrer Y, c'est un senior, et tu pourras lui parler de ce qu'on fait. Et va retrouver Y, c'est un product manager, et tu pourras lui parler de telle ou telle fonctionnalité sur lesquelles tu vas travailler, par exemple.
Et je trouve ça vachement bien parce que ça permet d'orienter la personne et de lui donner la responsabilité de devoir se connecter aux autres, socialement, je veux dire, pour pouvoir parler de certains sujets. Elle a déjà les choses un petit peu enregistrées. Je trouve que c'est bien d'avoir des petits guides comme ça. Ouais. Je repense à un autre truc que j'avais trouvé génial dans une boîte, c'est le fait d'avoir un parrain ou une marraine. Oui. Tu rentres dans la boîte et tu sais que tu as une personne référente qui est la personne par défaut à qui, si jamais tu as la moindre question con, tu sais pas trop à qui demander, par défaut tu sais que tu peux aller vers cette personne et qu'elle va l'accueillir et qu'elle va t'aider. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très chouette parce que non seulement ça te permet d'avoir un premier, bon c'est un peu artificiel, mais un premier pote dans la boîte qui est là pour t'accompagner, avec qui tu vas prendre tes premières pauses café ou machin, tu vois. Surtout si t'es un peu timide, tu vois, ou un peu insécure, c'est quand même rassurant d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi, quoi. Oui, totalement. Et qui peut t'accompagner justement pour t'aider à trouver les personnes à qui parler, par exemple, en supposant que ça ne fait pas partie d'un process. Ouais. Je trouve ça génial. Je me sens bête de ne pas y avoir pensé parce qu'effectivement, ça fait partie des process de notre boîte. Et en plus, tu en as deux. Chez nous, tu as le buddy et tu as le mentor. Mm-hmm. Le mentor, c'est vraiment la personne à qui tu pourras poser une question techniquement, qui va t'aider à progresser, etc. Qui va te donner des tâches, etc. Donc vraiment, qui va te guider. Et le buddy, c'est la personne plus sur le côté social qui permettra de découvrir un peu l'entreprise, avec qui tu vas pouvoir prendre un café, qui va même être responsable d'organiser un déjeuner avec toi, etc. Donc il y a vraiment ces rôles, ils sont déjà préassignés. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. C'est avant qu'il y ait une personne qui arrive, tu fais le tour et tu es obligé de dire bon, il y a un nouveau qui va arriver, qui va être le buddy, qui va être le mentor. C'est à toi de les déterminer avant que la personne arrive, quoi. Ouais, clairement. Et j'irais même encore un cran plus loin, dire ne forcez personne à prendre ce rôle de buddy. Ouais. Généralement, il y a des gens qui seront contents de le faire. Voire avec plusieurs personnes en parallèle, et c'est ok de leur assigner du temps pour ça s'ils aiment faire ça. Ouais. N'allez pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de faire ça à le faire. Ouais. Je pense que vous ne pouvez pas faire un pire cadeau au nouvel employé que de lui filer quelqu'un qui n'est pas motivé de l'aider, quoi. L'intérêt de ce truc-là, c'est que ton mentor, généralement, c'est bien qu'il soit dans ton équipe parce que c'est lui qui va répondre à tes questions techniques, et le buddy, ça peut être vraiment n'importe qui, en vrai. Ça peut être quelqu'un d'une autre équipe, c'est encore mieux. C'est mieux, je trouve. C'est mieux. Ça crée des passerelles inter-équipe, et tu peux parler des problèmes de ton équipe sans qu'il y ait de... comment dire ? D'enjeu, ouais. Ouais, exactement. Donc je recommande que ce soit plutôt quelqu'un d'éloigné, voire même d'une équipe, genre un commercial si t'es dev, ou tu vois, ça pourrait aller vraiment très loin. Ouais. L'important de toute façon, c'est pas la proximité avec ce que tu vas faire en day by day, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît la boîte. Ouais. Et voilà, qui est la personne sur qui tu peux compter, quoi. Ouais. Et je pense que c'est vraiment important pour la personne qui rentre, effectivement, si ça ne fait pas partie des processus standards de la boîte, de les demander, quoi. S'il n'y a pas de mentor désigné, dire, si j'ai un problème, à qui je pose mes questions. Tout à fait. S'il n'y a pas une checklist des logiciels que je vais utiliser, est-ce qu'il y a une documentation, ou est-ce que je dois connecter mes accès sur quoi que ce soit, quels sont les processus de l'équipe, est-ce qu'il y a des stand-up, et demander un suivi, et ça on l'a dit plusieurs fois aussi, est-ce qu'il y a des one-one avec ton manager, effectivement, faire un suivi de la satisfaction de toi, de ton onboarding et de la société sur tes performances, on va dire, quoi. Je pense que c'est vachement intéressant d'avoir du feedback à ce sujet-là dès les premiers moments, quoi. Ouais. Et quand quelque chose se passe mal, le remonter aussi. Je pense que c'est important pour la boîte, et même pour se soulager d'un poids. Je pense qu'on a surveillé pas mal de pistes. Ouais, il y aurait tellement de choses à dire. Mais... Ouais, le sujet est vraiment intéressant. Si je devais résumer, je dirais qu'en gros, il faut faire un 50-50 entre essayer de faire le plus tôt possible le job qu'on va te mener à faire les mois venant. Donc par exemple, mettre une fonctionnalité en production. Ouais. C'est ça qui permettra de tirer le fil de qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir faire ça. Ouais. Mais ne pas lésiner aussi sur du temps off, où on n'est pas obligé d'être productif. Qu'on va passer à rencontrer les gens, se documenter sur la culture de l'entreprise, même la situation de business de l'entreprise, les gens avec qui on va travailler, etc. Donc prendre du temps pour ça. Côté entreprise, qu'est-ce qu'on avait dit si on veut faire dans les grandes lignes ? Se préparer en avance. Ouais, avoir un processus prédéfini, une checklist qui permet de savoir ce qu'il faut préparer à l'avance. Et comme ça, il n'y a pas de questions à se poser. Et voilà, et après toutes les recommandations qu'on a proposées. Et voilà, du coup, moi ce que je propose, c'est aux gens qui nous écoutent sous le post qu'ils ont vu, de nous donner leurs meilleures et leurs pires expériences d'onboarding. Je suis sûr qu'on aura des perles, sincèrement, parce qu'il existe vraiment de tout. Donc dites-nous comment ça s'est passé pour vous et qu'est-ce que vous appréciez aussi. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions
On sera ravis d'y répondre. Vous n'êtes pas obligé de donner votre prénom, mais si vous voulez, on le mentionnera dans l'épisode. Pour ça, il suffit de vous rendre sur notre site, lesav.tech, et il y a un formulaire à remplir. On sera ravis d'y répondre. Merci Jérémy pour cet excellent épisode, et merci à vous toutes et tous qui nous écoutez toutes les 2 semaines. On se retrouve au prochain épisode. Merci Adrien, à plus. Ciao ciao.